Bonsoir Paris, yeah, yeah. Ouh, bienvenue sur Siam TV les amis. Alors aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle... Excuse-moi ma vie, hein. Je suis vraiment désolée mais t'es en train de me copier là. Non. Si. Bonsoir Paris, yeah. C'est mon intro, à moi. Bon, tout le monde fait ça sur YouTube, non? Bah j'ai besoin d'une intro et tout, je trouvais que c'était sympa donc... Non mais Siam, si tu veux te lancer sur YouTube, il faut pas que tu prennes l'intro de quelqu'un d'autre, il faut que tu aies ton intro à toi. Ah ouais, t'as peut-être raison. Merde, mais écoute, c'est quoi qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je sais faire de mieux, hein, faire des interviews. Donc ça te dit, on attaque? Let's go. Let's go girl. Allez, générique, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Siam TV les amis pour une nouvelle émission de Confidence by Siam. J'ai le plaisir de recevoir un ami, je l'adore. Je le remercie d'avoir accepté. Merci Bilal. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente d'être là. Non, vraiment, il est on flic en plus, hein. Il a mis sa petite perruque verte. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi Siam? Bah ouais, ça va bien, t'es en forme, ça me fait plaisir que tu sois là. Toujours en forme. Écoute, j'ai un petit magnéto de présentation pour toi. Ouh. Ça s'appelle Qui est Bilal? Magnéto. Découvert dans The Voice en 2015, Bilal Hassani est aujourd'hui la nouvelle sensation de la musique française. Pressenti pour représenter la France à l'Eurovision 2019, il entretient sa grande communauté sur YouTube en veillant toujours à leur dire bonsoir. Bonsoir Paris, yeah. Bonsoir Paris, baby. Il se confie. Je sais pas, genre j'adore vous raconter mes petites histoires de ma vie amoureuse horrible et désastreuse. Chante. Hey, hey. Donne de précieux conseils. Non, mais meuf, t'es trop belle, genre tu mérites pas un vieux mec comme ça, genre. Nous apprend à parler anglais avec ses copines super célèbres. I like this hair. You like this hair? I do. Thank you so much, I love your hair. Thank you, darling. You're all giving me like a really good hair moment. À son propre jargon. En mode T'as capté? Mais surtout, Bilal nous fait kiffer. J'exulte la bonne humeur et la fab vie, genre I'm fab girl, it's not my fault. Mais non Bilal, ce n'est pas de ta faute. Allez, retour à l'interview. Alors Bilal, dans cette émission, on va parler de toi, on va apprendre à te connaître, oui. En dehors des réseaux sociaux, de YouTube et tout ça. J'aimerais bien que tu te définisses en un mot. Alors si je pouvais prendre un mot pour me définir, je dirais solaire. Solaire? Ouais. Pourquoi? Parce que dans mon contenu, dans ma musique, dans tout ce que je fais, et même avec mes potes, ma famille, j'essaie toujours de dégager quelque chose d'hyper positif, toujours des ondes positives, parce que c'est quand même mieux d'être joyeux, d'être heureux, donc je dirais solaire, ouais. Ouais, moi aussi, je trouve que t'es solaire. Ça fait plaisir, alors tant que c'est bien. C'est un très bon mot. On va parler de toi un petit peu, de ton enfance. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu comment ça se passait quand tu étais petit. Qui était Bilal, le petit garçon Bilal? J'ai toujours été dans ce délire un petit peu entertainer et tout, parce que quand j'étais tout petit déjà, je commençais à chanter, à danser dans mon salon pour ma famille et à l'école pour mes copains et tout. Donc ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup kiffé. J'adorais les comédies musicales, j'adorais le R&B des années 90. C'était les deux trucs vraiment qui étaient fort ancrés en moi dès que j'avais 4 ans, quoi. Et donc j'étais toujours très... je parlais beaucoup, j'avais vraiment... j'étais pipelette et je dansais et je chantais. J'étais vraiment high energy du matin jusqu'au soir, on pouvait pas m'arrêter. Et ta maman, elle a dit que tu as chanté avant de parler, c'est vrai? C'est vrai. Bah, je pourrais pas te dire si c'est vrai en réalité, parce que moi je m'en rappelle pas, mais ma mère dit que c'est qu'apparemment, avant que j'emploie des mots pour faire des phrases parlées, je chantais des chansons. C'est quoi les premières chansons que tu chantais dans ta salle de bain ou dans ta chambre quand tu étais petit? Les toutes premières chansons que j'ai chantées, je pense que c'était J'ai besoin d'amour de Laurie. Ah, Laurie. Ouais. J'étais super fan de Laurie. Vu qu'on écoutait le CD dans la voiture, cette chanson, je la chantais tout le temps et tout. C'était J'ai besoin d'amour.
Mais ça fera plaisir à Laurie si elle regarde la vidéo. Hein. Que j'adore. Je suis très fan de Laurie. J'adore Laurie. Et à quel moment tu as compris que tu étais un garçon différent des autres? À quel moment j'ai compris? Alors, ça m'a pris énormément de temps pour assimiler le fait que je pouvais être pas complètement dans les mêmes codes que tout le monde, parce que j'ai eu la chance d'avoir une éducation et d'avoir un support système très ouvert. Et donc ma mère, elle m'a jamais forcé à agir différemment pour que je sois plus conforme, même si évidemment elle essayait quand même de me préserver, parce qu'à l'école ça peut être compliqué, mais j'étais dans une école où les élèves ils étaient tous super sympas, les profs, les maîtresses super cool, et donc j'avais même pas l'impression que j'étais différent. Je pensais que j'étais différent parce que j'étais pas comme tous mes amis, c'est vrai, mais c'était pas vraiment un problème, ça l'a jamais vraiment été. Tu demandais quoi à Noël comme cadeau, par exemple? Alors, à Noël, c'était souvent des Barbies. Ouais. J'avais beaucoup de Barbies. J'avais aussi des Action Men, mais j'avais surtout des Barbies, des Bratz et tout. J'étais très Polly Pocket et tout. Les Action Men et les Barbies. C'est ça, je les mettais en couple et tout, parce que les Action Men, je les trouvais plus fab que Ken. Les Ken, les Ken, ils étaient mignons, mais ils étaient trop propres sur eux. Les Action Men, ils étaient plus virils. Voilà, et donc moi j'aimais bien genre je faisais des séries et tout avec mes Barbies, donc j'en avais plein. J'en ai une collector, c'est Barbie Lac des Cygnes, et je l'ai encore aujourd'hui. Je l'ai jamais sortie de la boîte parce que c'est vraiment... Donc fan de Barbie, donc on comprend mieux les cheveux. Les cheveux, c'est ça, je voyais les cheveux comme ça, je les touchais, je les coupais, je faisais j'essayais de faire des couleurs avec genre des citrons et des cerises que je mettais sur les cheveux et tout. Voilà. Ta maman, elle t'a beaucoup préservé aussi. Hein. Ouais. Parce que très jeune, tu aurais pu avoir des deals à l'âge de 7 ans, hein, ce que tu m'as dit précédemment. C'est vrai que j'ai commencé à chanter hyper tôt. J'étais au conservatoire, j'avais une formation en musique, donc je faisais du piano, de la guitare, du théâtre et du chant. Tous les mercredis, tous les samedis. Et donc, on avait beaucoup de représentations, et des fois, à la fin de ces spectacles, il y avait des personnes qui venaient, qui étaient intéressées pour travailler avec moi, etc. Et aussi des plus grands noms, plus de la musique et tout, qui voulaient éventuellement pouvoir lancer une collaboration avec moi. Je pense que la plus grosse, c'était quand j'avais 10 ans, c'était vraiment pour un album et tout et tout. Et cette fois-ci, on était un peu dans l'optique qu'on allait peut-être le faire, mais finalement, ma mère, elle m'a dit « Attends ». Maman a toujours su que j'avais des goûts très précis et que je voulais toujours vraiment m'affirmer moi et faire les choses vraiment à ma manière, artistiquement parlant. Et elle avait peur que si jeune, me retrouver avec toute une équipe, j'allais peut-être pas pouvoir m'imposer musicalement, et que j'allais peut-être regretter plus tard les chansons que j'aurais faites et tout. Donc on a attendu un petit peu, et c'était assez bénéfique pour moi finalement. Donc du coup, ta scolarité, tu l'as continuée, hein? J'ai suivi, j'étais à l'école normale comme tout le monde, j'allais en cours avec tous les élèves, et juste à partir de la 3e, j'ai lancé un cursus où en fait j'allais en cours le matin, et l'après-midi, j'allais dans une académie internationale de comédie musicale qui s'appelle l'AID. J'en fais des gros bisous. Et donc, j'allais en cours le matin. Je faisais mes petits cours et tout, maths, tout ça. Et l'après-midi, c'était le moment où je vivais le rêve. J'avais l'impression d'être dans Fame, c'était ouf. La première fois que je suis rentrée, c'était pour l'audition. Je les voyais tous en train d'enfiler leurs demi-pointes et toutes s'étirer. Et les autres qui mangeaient vite avant de rentrer en salle et tout. Je vais être dans ce... C'était vraiment à l'endroit où tu devais être. J'étais vraiment à ma place, et c'était génial. Donc j'étais en horaire aménagé comme les sports-études, tout ça. Ah, mais c'est cool. Voilà. Et donc The Voice, c'est arrivé comment en fait? En fait, via cette école, je me suis fait un ami qui s'appelle Nemo, qui a participé à la première saison de The Voice Kids, et il m'avait dit c'est trop bien, tu devrais trop le faire. J'étais t'es sûr? Moi, j'étais pas encore sûre parce que j'avais toujours pas vraiment chanté devant un large public ever de ma vie. Et donc j'étais en mode j'ai un peu peur et tout. Et donc via l'école, en fait, ils ont passé un casting, et donc je l'ai fait. Et c'était assez fou parce que ça allait super vite en fait. Il y a quand même un processus avant d'arriver à l'audition à l'aveugle, mais tout est passé très vite. En fait, je faisais les auditions, et là, boum, je me suis rendu compte que c'était le moment et que j'allais passer à la télé. Donc c'était assez fou comme expérience. Alors j'aimerais savoir ton meilleur et ton pire souvenir de The Voice. Alors, mon meilleur souvenir de... En fait, je vais te dire honnêtement, j'ai pas eu de mauvais souvenirs sur The Voice Kids. Parce que c'était vraiment une expérience humaine de ouf. En fait, on était plein de petits en fait, qui chantaient, on se kiffait tous parce que c'était vraiment
un truc hyper... c'était super convivial, et c'était très familial. L'esprit était très familial, même avec l'équipe et tout. Donc, il n'y a jamais eu de moment où j'étais vraiment triste ou quoi que ce soit. Et ouais, le meilleur souvenir, mais le meilleur souvenir, retourné, non? C'était le premier coach. Les trois, évidemment, mais c'était Jen qui s'est retournée en toute première. Et quand elle s'est retournée, je me suis dit genre, OK, waouh, what is going on? T'es en train de chanter et tu peux pas exprimer ta joie. C'est ça, j'étais sur le premier refrain et tout, je fais Rise Like a... Et là, bah, en fait, t'as pas le bruit, t'entends pas le bruit parce que t'es dans le moment et il se passe rien, tu vois. Et donc, tu la vois se retourner, j'étais là. Et après, bam, bam, les deux autres qui se retournent en même temps pendant la high note de fin et j'étais là. Waouh! Et donc ça vraiment c'était le moment de ouf, genre c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire toute ma vie et je raconterai ça à mes enfants. Et t'as des news des coachs de The Voice là? Est-ce qu'ils t'ont vu évoluer et tout après ou... On s'est pas vraiment vu, rencontré ni rien depuis. En réalité, j'ai juste revu Nikos avec qui on a papoté un petit peu parce qu'il m'a vu très grand, il était un peu genre oh waouh, ça fait super longtemps, t'as changé et tout. Et via ma coach vocale qui s'occupe de Patrick Fiori aussi, j'étais dans l'équipe de Patrick, ben on s'est fait des petits bisous de loin quoi, parce qu'on n'a pas le temps de se voir, il est en tournée, il a beaucoup de choses à faire, tu vois, il est très occupé. Mais très positif, c'était que des good vibes de toute façon, donc je suis super content. Non, c'est lourd, franchement c'est lourd. Et après j'ai vu, tu as lancé ta chaîne YouTube et tu es passé de ça à ça. Alors raconte-moi, tu as changé de style parce que c'est depuis 2016 que tu es sur YouTube. Fin 2016. Et là, dernièrement, ces derniers mois, tu as changé de style. J'aimerais bien que tu me racontes cette évolution. Alors, j'aime pas dire changer parce que j'ai toujours eu un peu ce style qu'on appelle un peu décalé. Où j'aimais beaucoup avoir les cheveux longs et tout, mais je faisais plus ça en soirée, c'était beaucoup plus occasionnel. Et en début 2018, j'ai eu un déclic où je me suis dit, à chaque fois que vraiment je vais à fond dans mon look et que je kiffe vraiment, parce qu'avant je me posais des petites questions, je me disais peut-être qu'on va penser que je veux devenir une femme, peut-être qu'on va se poser des questions, alors que c'est pas le cas et je me sens homme et même je voulais pas qu'on dise que je suis une drag queen ou que je fais du transformisme parce que tout ça c'est des choses c'est des très belles choses. Le drag par exemple c'est un art que je respecte énormément, je suis super fan, mais c'est pas ce que je fais. J'adore RuPaul's Drag Race, c'est génial, c'est excellent. Moi je suis super fan depuis très longtemps. For your life. C'est oufissime. Et tu vois, mais quand tu regardes cette émission, tu te rends compte de tout le processus de préparation qu'ils ont. Ils font leur propre costume, ils font leurs cheveux, leur make-up. Voilà. Et moi, je trouvais que c'était peut-être même irrespectueux de faire ce que je faisais parce qu'on allait m'assimiler à ça et j'allais dire, mais c'est pas ce que je fais parce que je fais pas ça. Non, toi, t'aimes juste les Barbies et les longs Exactement. cheveux. Moi, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, si je suis épanouie quand j'ai des cheveux longs, mais malgré tout, j'ai un jog ou que genre, je vais porter un tailleur avec des cheveux et tout. D'ailleurs, explique-moi ces chaussures. C'est des Buffalo, voilà. Donc ça, c'est les chaussures phares des 90s un peu. Et moi, je suis née en 99, mais j'aurais rêvé être un 90s kid. Mais je me rappelle, j'avais acheté des comme ça, moi, des grosses compensées à l'époque. C'était les Spice Girls et tout. C'était les Spice Girls. Et c'est revenu là, récemment, je suis super fan de Buffalo. J'adore, je fais toutes les paires. Non, t'as ton style à toi, ça c'est sûr. C'est ça, c'est un truc, voilà. Ça me rappelle un petit peu à Harajuku Barbies, tu sais, au Japon, tu vois, même les mecs qui écoutent de la K-pop et tout, ils ont pas peur de se teindre les cheveux des couleurs flashy, d'avoir leur style et tout. Parce qu'en fait, je pense qu'on arrive dans une ère où les codes, ils n'existent plus vraiment et qu'en fait, à partir du moment où tu es épanoui dans ton look, et ben c'est bon, tu vois. Et donc moi, j'étais hyper épanouie et en début d'année, je me suis dit, je vais l'assumer à fond et je vais faire ça plus souvent et le montrer à ma communauté, à mes abonnés pour que je sois encore plus moi-même à 100%. Et donc voilà, c'est venu un peu graduellement parce qu'évidemment, quand tu t'exposes sur Internet, tu n'oses pas d'un seul coup être là. Bon, ça c'est moi, te mettre complètement à nu. Mais tu l'as fait quand même. Je l'ai fait quand même maintenant. Tu as fait une vidéo et je dis, bon voilà, maintenant j'ai une annonce à vous faire. Et maintenant voilà, c'est moi. Exactement, maintenant il y a des wigs et tout. Mais voilà, c'était génial parce que ma communauté ne m'a pas du tout lâché. Ils ont tous été. Au contraire, tu as eu davantage de personnes. Il y a plein de nouvelles personnes qui sont venues, qui jouent le jeu. J'ai plein de gens qui sont derrière moi, des parents, des adultes, des trentenaires, des cinquantenaires, des beaucoup plus jeunes, des plus petits. Il y en a de toutes générations, de toutes, qui viennent de plein de différents horizons de la vie. Et c'est assez impressionnant de voir que j'arrive à dégager. Tout le monde peut s'identifier à toi parce que tu es multitalent, hein, tu es un entertainer, tu es drôle.
Hein. Je pense que tu pourrais même faire des films de comédie, franchement. J'adorerais, ce serait Tu super chantes bien, t'es gentil, et puis tu t'assumes. C'est ça qui est bien. Et t'as vécu des choses quand même qui étaient très difficiles. Moi, j'ai vu une vidéo qui m'a scandalisée. On va en parler, hein, si tu le veux bien, la vidéo où tu dis que tu t'es fait virer de ton collège parce que tu étais gay. C'est quoi cette histoire? C'est quand même traumatisant de vivre ça. C'est assez... En réalité, sur le coup, quand c'était en train d'arriver, je ne me rendais pas vraiment compte du traumatisme que ça pouvait engendrer de vivre un truc comme ça. Parce que sur le moment, tu le vis et ça va très vite et tu es là, ok, maintenant j'ai plus d'établissement, qu'est-ce que je fais? Donc c'est vrai que c'était un peu difficile à vivre à l'époque, mais en parler à mes amis, puis sur ma chaîne YouTube et m'ouvrir complètement à mes abonnés et être vraiment genre transparent, ben, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir avancer et passer à autre chose complètement en fait. C'était très 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 bénéfique pour moi de faire cette vidéo et en plus, comme d'habitude, comme je t'ai dit, j'aime toujours être solaire, positif et ben, la vidéo je l'ai amenée de manière très humoristique, j'ai pas voulu être là dans un mood terne et tout. En plus, t'as même pas donné les vrais noms. Bah non quand même parce que je respecte la vie privée de tous et de toutes parce que malgré tout, l'histoire qui est arrivée avec l'autre personne, Jacob, qu'on appelle Jacob, et ben ça ne se ferait pas de révéler son nom, de révéler son identité, parce que même si il m'a fait un peu mal dans cette histoire, lui aussi, il a quand même c'est un poids quand même à tenir de devoir cacher. Mais d'ailleurs, ce fameux Jacob, est-ce qu'il est quand il a vu ça, parce que c'est sûr qu'il l'a vu, hein, on va pas s'en cacher, est-ce qu'il est venu s'excuser au moins ou en parler avec toi? Est-ce qu'il t'a recontacté depuis? Alors, pas vraiment, non, pas du tout même, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu besoin qu'on se parle parce qu'on s'était déjà parlé un petit peu à la sortie, à ma sortie de l'établissement et on s'était dit ce qu'on avait à se dire dans le cercle privé et ça s'est réglé. Je lui en voudrais jamais de ma vie parce que ça reste, on était quand même des adolescents, on était très très jeunes. Et faire des bêtises d'ado, c'est des bêtises d'ado. Et là, on a vécu un peu une grosse bêtise. Et j'ai été puni, pas lui, mais c'est pas pour autant que je vais être rancunier envers lui si lui, il n'a pas vécu la même expérience que moi. Mais en fait, le truc qui est le plus traumatisant, c'est que à un moment donné, tu t'es retrouvé seul contre tous. Tu vois? Et ça, tu vois, à ce moment-là, tu devais te sentir très mal, quoi. C'est vrai que c'est assez compliqué, surtout quand tu es au collège, parce que tu es toujours dans une période un petit peu de crise existentielle quotidienne où tu ne sais pas encore qui tu es. Donc ouais, c'est vrai que c'était assez compliqué à vivre, mais je l'ai bien surmonté. J'avais quand même ma famille qui était derrière moi et j'avais 2-3 amis qui étaient aussi vraiment là pour me soutenir. Est-ce que tu as eu avec cette vidéo où tu racontes, tu ouvres ton cœur et tu parles de ton expérience de vie, est-ce que tu as eu des abonnés à qui il est arrivé des choses un peu similaires qui se sont confiés à toi sur leurs histoires? J'ai un rapport très proche avec mes abonnés. Je les considère vraiment comme mes potes, genre vraiment mes filles, all of them. Et je prends vraiment le temps de pouvoir tous vraiment leur parler parce que on peut avoir plein de choses à faire, plein de messages, ça peut être très compliqué, mais malgré tout, si tu prends vraiment 2 heures dans ta journée, que tu te poses et que tu lis tout, tu réponds à tout le monde, bah, tu peux. Et c'est ce que j'essaie de faire le plus souvent possible. Et donc, évidemment, j'ai lu et j'ai entendu des histoires qui sont assez touchantes de jeunes qui ont vécu des trucs qui sont pas très cool. Et ce que je trouve génial, c'est que des fois, ils m'en parlent et ils me disent qu'ils n'ont jamais pu en parler à qui que ce soit. Et que grâce au fait qu'ils ont pu se reconnaître à travers mon expérience, ils se sont permis de me raconter la leur. Et donc j'essaie toujours de les aider, de leur donner des petits conseils. Parce que moi j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça. Donc j'essaie de leur donner les petites astuces pour qu'ils puissent continuer à vivre de manière à être épanouis et tout. Donc ouais, je reçois beaucoup de messages tous les jours. Mais c'est important pour moi d'être derrière eux tout le temps. Et si tu as un message à passer aux jeunes qui sont peut-être mal dans leur peau ou qui se font un peu victimiser à l'école, il y a beaucoup de bizutage aussi à l'école. Dès que tu es différent, on a eu pas mal de cas. Quel message tu as à leur passer justement à ces jeunes? Ce que je veux dire à tous les jeunes, c'est qu'il faut, il faut rester soi-même toujours. Maintenant, il ne faut jamais se mettre en danger parce qu'on reste quand même dans un monde où le danger est présent. Bien sûr. Partout. Et c'est vrai qu'à l'école, ça peut être des fois très difficile. Et le seul conseil que je peux vraiment donner, c'est d'essayer d'en parler.
Je dis essayer, je souligne vraiment ce mot parce que c'est vrai que c'est pas le truc le plus simple à faire de s'exprimer sur des expériences traumatisantes comme ça et c'est pour ça que des fois ça va beaucoup trop loin et c'est trop tard, tu vois. Mais il faut toujours essayer vraiment de se confier et surtout même à ses parents. Parce que c'est vrai que des fois, les parents se disent « Ah, je vais pas parler à ma maman, elle va pas comprendre, je vais pas parler à mon papa et tout, ça va être trop compliqué. » Mais les parents, la plupart du temps, les parents, ils vont toujours être là pour toi. Et rien que de leur dire un petit peu et tout, ce qui se passe dans vos têtes et tout, je pense que ça peut beaucoup aider. Et aussi, si je peux parler aux parents aussi, c'est important toujours le soir quand ton enfant il rentre, si tu vois qu'il est un petit peu down, et ben t'essayes de le faire rire un petit peu et tout. Un petit câlin avant qu'il aille dormir, vraiment bien le prendre dans ses bras, même si c'est plus l'âge que peut-être il va dire genre ah t'es relou. C'est vrai qu'il y a des parents qui sont assez. Toi, tu as la chance d'avoir une maman aimante, très aimante, qui est vraiment dans la communication. On n'a pas tous cette chance-là, malheureusement. Mais je suis très chanceux. Après, moi, je veux pas dire que mon éducation est meilleure que celle de n'importe qui, parce que chaque parent fait son éducation à sa manière et sait comment gérer son enfant. Mais je trouve que c'est cool quand même si des fois, parce que c'est compliqué pour les parents d'avoir des affinités avec nous. Quand on est adolescent, parce que les parents, ils ont l'impression qu'on est un peu rebelle, qu'on veut pas être dans le tactile, qu'on veut pas se dire je t'aime et tout, on est un peu là, me dis pas ça et tout. Mais en réalité, il faut quand même le faire parce que dans notre tête, eh ben, ça reste, tu vois, le petit je t'aime, le petit câlin, même si tu as l'impression que c'est un peu relou sur le moment, quand tu vas te coucher, ça fait du bien et c'est vrai que ça peut faire du bien au moral aussi, quoi. Bon, mais c'est bien. Mais sur ces belles paroles, on va faire un petit jeu. Ok. J'ai déjà, je n'ai jamais. Oh. Allez, c'est parti, jingle. Alors voilà, j'ai une plaque pour toi, mon petit Bilal. J'adore. Tu vois, alors tu as j'ai jamais, j'ai déjà. Hein. Je te la donne et je vais te poser des petites questions. Oh my God, j'ai très peur. Non, t'inquiète Let's pas. go. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux de ton prof? Jamais. Jamais. Jamais de ma vie, non. Moi, j'étais pas très prof, non. Ça n'a jamais été trop mon kiff. Ouais. Très école non plus, donc non, je prêtais pas trop attention à mes professeurs. Est-ce que tu as déjà volé dans un magasin? Non. Jamais? Jamais de ma vie. Je suis sûre, j'ai trop envie de jouer avec le truc, mais non, j'ai jamais volé dans un magasin. Et en plus, même avant, mes potes, ils me disaient toujours genre ouais, moi j'ai volé un Kinder Bueno et tout. Moi j'étais là, ouais, moi aussi. En fait, j'avais jamais osé. Je n'oserais jamais. C'est comme tricher en cours et tout, j'arrivais pas. Ah ouais, je peux pas, je deviens tout rouge. Je sais pas mentir, je suis vraiment nulle. C'est cramé direct en fait. Ok. Est-ce que tu as déjà mangé du ralouf? Ah. T'as voulu goûter? Ou par inadvertance? J'ai déjà, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que tu as déjà menti à ta maman sur un truc grave? T'as jamais? Oui, j'ai déjà menti à ma maman sur pas mal de trucs, ouais. Ah ouais? Bah oui, quand même, parce que tu sais, quand t'es ado, tu fais des bêtises. Moi, je me rappelle qu'en 3e, j'aimais plus trop l'école et je séchais beaucoup les cours. Parce qu'évidemment, j'allais pas tricher parce que je savais pas le faire, mais je me suis dit, bah, autant pas venir, tout simplement, c'est plus simple. Okay. Et donc, je faisais l'école buissonnière et donc un jour, ma mère, elle a cramé, c'était horrible. Le pire jour de ma vie, elle m'a volé l'ordi, elle m'a pris l'ordi, le téléphone, a confisqué tout pendant des mois, c'était horrible. Et la place de concert de Beyoncé. Ah là là. Ok. Est-ce que tu as déjà sauté en parachute? Jamais. Et je ne compte jamais le faire. Ah mais alors pas du tout ce qui est élastique, parachute, tout ce que tu veux, ça c'est mort. C'est pas ton truc. Ah pas du tout. J'ai le vertige, mais alors le vertige. C'est pas le vertige, c'est le vertige. Le vertige. De la marche, j'ai le vertige. De passer... non, je peux pas. Alors est-ce que tu as déjà été approché pour de la télé-réalité? Non. Jamais de la vie. Jamais? Non, jamais. D'accord. Télé-réalité, non. Est-ce que tu as déjà consommer des substances illicites? Qu'entends-tu par substance illicite? N'importe quoi, qui est interdit en France. J'ai déjà interdit en France? Ah non, absolument pas, jamais. Mais j'ai déjà pris un petit verre de vin. Ah d'accord, bon, c'est pas interdit le vin. C'est pas interdit, donc non. Est-ce que tu as déjà michetonné un mec friqué? Never! Et ne faites jamais ça, guys. Ever. Be your own boss. Exactement. Est-ce que tu as déjà raconté un gros secret sur l'un de tes amis? C'est vrai que j'étais un peu pipelette au collège quand même. Ouais.
T'as C'est vrai que révélé j'étais les secrets pas de tes des amis. énormes secrets non plus, parce que c'est des secrets de collège, donc des petites histoires genre ouais, nanana, elle est amoureuse de nanana. Bah, quand j'étais petit, T'allais j'aimais répéter. bien les histoires, oh mon Dieu. En fait, c'est parce que c'était même pas, c'était pas vraiment intentionnel, j'étais pas là pour faire du mal à la personne qui me l'avait T'arrivais raconté. pas à le garder pour C'est toi. juste que j'étais là, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. C'est ouf ce que tu viens de me dire, je ne peux pas garder cette expérience que pour moi, il faut que je partage pour voir les réactions des autres. J'ai toujours adoré voir les réactions des autres sur un truc que j'avais appris juste avant. Oh là là. Donc, mais maintenant, j'ai appris à me calmer depuis 3-4 ans. J'ai vécu des petits instants où je me suis dit, j'aurais peut-être dû me taire. Et donc maintenant, je parle plus du tout. Je suis plus une tombe maintenant. Ok. Est-ce que tu as déjà pris un énorme râteau? Yes. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé de me prendre un râteau. L'horreur. Enfin, c'était pas vraiment un râteau, mais c'était plus un date. Puis je me suis fait ghoster. Ah, Voilà, ouais. donc plus de réponse. Donc on radio. explique le système du ghosting. C'est C'est quand le t'envoies, mec ne te rappelle jamais. Voilà, et tout simplement, donc t'envoies les petits messages en mode hi, alors c'était sympa la dernière fois. Oh là là. Rien du tout. Oh mon Dieu. Distribuer. Il te laisse en vue comme ça. C'est très très Oh tragique. mon Dieu. Est-ce que tu as déjà voyagé sur un coup de tête? Ouais, j'ai déjà voyagé sur un coup de tête. C'était l'année dernière. On était le 24 décembre et je me suis dit, mon père me manque. Ma famille, la famille du côté de mon père habitait à Singapour. Ouais. C'était à 10 000 km d'ici. Et c'était la nuit du 24 au 25. Et j'ai dit, bah, je prends l'avion, j'y vais, let's go. Let's go. Parce que, petite astuce, les billets last minute du 24 au 25 sont pas du tout chers parce que personne ne vole pendant Noël. Et donc, bah, j'étais tout seul dans ma rangée et les billets, ils étaient pas du tout chers. Donc, je suis partie comme ça. T'es parti comme ça, c'est super. Est-ce que tu as déjà rencontré ta star préférée? Yes. Alors, bah, j'ai plusieurs personnes, des chanteurs, des chanteuses, plein de gens que j'apprécie énormément. Je ne dis pas qu'une, mais dans ces personnes-là, ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Mariah Carey. Mariah Carey, excuse me. Raconte. Elle t'a dit quoi? Donc je rentre dans la pièce, elle fait Hi Bilal. Elle connaissait ton nom et tout. Je fais Hi Mariah. Après, je prends la photo comme ça. D'ailleurs, on va vous mettre la photo à côté. Mon Dieu. Et après, je lui dis Merry Christmas, have a festive one. Après, elle fait Merry Christmas to you too. Après, j'ai fait I love you. Après, elle a fait Love you too. Et j'ai quitté la pièce comme ça. Et j'étais là. Oh my God. Et je suis encore sous le choc. Pour moi, ce n'est pas arrivé. Elle était magnifique. En plus, c'était juste après le concert qui était phénoménal parce que, disons-le, c'est l'une des plus belles voix. Donc oui, j'ai déjà rencontré. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est génial. Fou. C'est top. Bon, on va reprendre l'interview. Hein. C'est la fin du jeu. C'est la fin du jeu, les amis. C'est trop bien. J'aurais pu faire ça pendant des heures. Donc, on va parler de ton actualité. Tu bosses beaucoup en studio en ce moment. Tu as une nouvelle aventure. J'aimerais bien que tu m'en parles. Je suis en lice pour participer à Destination Eurovision, qui est un programme énorme qui a commencé l'année dernière. Là, c'est la deuxième édition de ce programme. Et donc, on est 18 artistes à présenter chacun une chanson originale. Et la meilleure chanson représentera la France à l'Eurovision cette année. C'est à Tel génial, Aviv. ça. Ouais. Donc là, tu es en train de bosser sur ta chanson à fond. Ouais, la chanson est prête. On est en train de préparer plein de petites choses. Je ne peux pas en parler du tout encore. J'espère, je croise les doigts. Est-ce qu'on peut voter? Oui, ce sera... Allez voter pour Bilal, s'il vous plaît. Donc, ce ne sera pas un vote en ligne, ce sera un vote téléphonique et par SMS pendant l'émission. Donc, je compte évidemment sur vous tous pour voter. C'est quand même incroyable parce qu'il y a 3 ans, tu chantais Rise Like a Phoenix, une chanson qui a gagné l'Eurovision avec Conchita Wurst. Et là, c'est toi qui vas faire l'Eurovision pour la France, peut-être. On vote pour lui, s'il vous plaît. Non, franchement. C'est vrai que c'est assez... c'est vraiment la boucle est bouclée, quoi. Mais le truc, c'est que avant même Conchita, j'ai toujours été très fan de l'Eurovision. Extrêmement fan de ce programme. Enfin, de ce programme. C'est pas un programme, c'est de ce show. Ouais, c'est le plus grand show musical au monde. C'est encore plus vu que le halftime show du Super Bowl. C'est un truc de malade. Ouais. Et donc, tous les ans, je suis à fond. Je suis les sélections. Et je suis super fan. Et donc, oui, en effet, j'ai chanté Rise Like a Phoenix de Conchita, c'était une chanson que je trouvais vraiment magnifique, que j'avais justement chantée à mes examens de mon école et qu'on m'avait dit que je la chantais bien. Donc, c'est avec ça que je suis partie sur The Voice Kids. Donc, c'est vrai que ce serait très impressionnant. On croise les doigts pour toi toi, en tout cas. C'est vrai que toi, tu chantes beaucoup en anglais. Et j'aimerais savoir, est-ce que
là déjà à l'Eurovision, tu vas chanter en anglais ou en français et tes futurs albums, tout ça, ce sera quoi la langue de prédilection? Moi, j'ai beaucoup écrit et composé en anglais parce que c'était une langue avec laquelle j'ai toujours été aussi à l'aise en anglais qu'en français parce que mon père s'est remarié très tôt avec une femme qui venait d'un pays anglo-saxon, à Singapour. Et donc, elle m'a appris l'anglais quand j'avais 3-4 ans. C'est pour ça que tu parles si bien anglais. C'est ça. Donc, je suis fluent en anglais et donc j'ai toujours été à l'aise avec les deux langues et je trouvais ça cool d'écrire des chansons en anglais. C'était limite un peu plus simple parce que, en fait, exprimer un message dans sa langue maternelle, donc moi, dans ce cas, le français, c'est tellement s'ouvrir complètement que je n'osais pas complètement et je me cachais un petit peu derrière l'anglais où je me disais je vais pouvoir faire passer mon message et peut-être que parce que peut-être que pas tout le monde va le comprendre ou l'assimiler et ça me laisse un petit peu mon jardin secret. Mais après, maintenant, je commence à m'ouvrir plus et je n'écris plus complètement tout seul. Je suis hyper ouvert à des collaborations. J'aime bien me poser en studio avec une personne en plus pour qu'on puisse, tu vois, avoir des idées. Donc maintenant, je suis ouvert à tout. Je ferme pas du tout la porte à l'anglais. Mais il y a aussi du français qui commence vraiment à s'implanter. Là, l'Eurovision, c'est français. On va chanter en français. La chanson s'appelle Roi. We're gonna see. La chanson s'appelle Roi. Le titre a été révélé. Là, on se concentre à fond sur Destination Eurovision. Ce que je peux dire sur la chanson, c'est vraiment une chanson qui a un message universel d'acceptance de soi. Et donc, c'était super important pour moi d'écrire sur ça. Donc, on l'a écrit à trois. Donc, moi, Émilie et Jean-Carl de Madame Monsieur. Wow. Et c'est une expérience folle qui va arriver et donc peut-être si on l'emporte l'Eurovision à Tel Aviv 2019 ce serait vraiment le truc, la consécration, mais on fait de la musique, on fait des sons, on prépare un petit quelque chose et voilà. Vraiment je te souhaite vraiment de réussir, ça m'a fait plaisir de te recevoir et maintenant on peut dire bonsoir à Paris. Oui. Bonsoir Paris, yeah.